Ben là. Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce 8e épisode de Ben là. Ben là. Et cette semaine, on parle de fiscalité étudiante, mais on va vous mettre ça pas mal intéressant. Ben là. Ben là. Oui, je dis qu'on va vous mettre ça intéressant parce que j'ai assurément déniché la personne qui va vous intéresser à écouter pour parler du sujet. Nul autre, ma collègue Marie-Ève. Mais avant de vous la présenter, je voulais vous rappeler que nous avons mis disponible dans les 2 dernières semaines 2 hors-séries sur le site benlala.ca. Un avec une entrepreneure autochtone qui s'appelle Mélanie Paul et le deuxième qui est le chroniqueur à Salut Bonjour sur Semaine, Mathieu Roy. Donc, 2 entretiens qui sont très différentes l'une de l'autre, mais très pertinentes dans leur profondeur et dans ce qu'on apprend sur nos invités. Alors, je vous invite à aller consulter ces épisodes-là de hors-série. J'en profite également pour vous remercier. Je cumule de façon régulière le nombre d'écoutes de Ben Lala, que ce soit pour le hors-série et la série normale. Et nous avons dépassé le 10 000 écoutes. Alors, je voulais vous remercier parce que quand j'ai démarré ce projet-là, je pensais pas avoir une portée avec autant d'écoute. Alors, je voudrais non seulement vous remercier d'être là et d'écouter ce que l'on fait, je voudrais également remercier toutes les personnes qui ont accordé des entrevues, qui ont pris le temps de venir vous parler dans le concept de cette émission-là. Sans ces personnes-là, il y aurait assurément moins d'écoute. Alors, merci beaucoup de créer un intérêt de par vos interventions. Et merci également à mon ami Sylvain Carbonneau qui a mis du sien également pour me donner un coup de main et co-animer le hors-série que nous vous offrons de façon mensuelle. Juste vous dire également que dans les prochaines semaines, j'ai encore des invités dont lesquels je vais vous faire découvrir et ces invités-là vont vous parler de sujets intéressants. Et ce que je trouve intéressant, c'est quand on me contacte et qu'on me dit, écoute Benoît, on aurait telle opportunité ou tel sujet à discuter avec toi, est-ce que ça t'intéresse? Alors, eh bien oui, ça m'intéresse. Alors, n'hésitez pas à me contacter via la page Facebook de Ben Lala Balado et ça me fera plaisir de parler avec vous et de voir si votre participation peut ajouter au contenu de Ben Lala. Alors, sans plus tarder, voici notre invité de la semaine. Attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, cette semaine, à Ben Lala, on reçoit une de mes collègues chouchou sur notre département comptabilité et gestion du Cégep de Chicoutimi. Je l'aime comme une sœur. Elle s'appelle Marie-Ève Tremblay. Je t'ai invité parce que tu donnes notamment le cours de fiscalité à nos étudiants de 3e année. Et je pense qu'un sujet qui est un peu lourd et tabou et un sujet qu'on ne veut pas nécessairement toujours aborder, c'est c'est la fiscalité étudiante. Et moi, je me souviens quand j'étais étudiant, je savais pas trop comment me placer là-dedans. J'avais souvent 2 jobs en même temps. Puis là, on faisait les impôts, puis on se ramassait à payer de l'impôt, puis on savait pas trop pourquoi. Puis bref, c'était un peu bizarre. Alors, je vais commencer avec ma première question, Marie-Ève. C'est-tu vrai que les étudiants payent pas d'impôts? Si tu savais comment j'aime ta question, Benoît, en fait, c'est une des premières choses que je clarifie quand j'ai mes étudiants dans mon cours de fiscalité. Souvent, on a déjà entendu ça, le fait qu'un étudiant, ça ne paye pas d'impôt. En fait, ce n'est pas un statut d'étudiant qui fait qu'on ne paye pas d'impôt, c'est par rapport à nos revenus. Donc, de par la force des choses, souvent, un étudiant n'aura pas un revenu très élevé. C'est de par ce fait-là, en fait, que l'étudiant ne paye pas d'impôt et non pas par son statut d'étudiant. Et puis moi, actuellement, je fais des cours à la maîtrise et je donne toujours en exemple, mais regardez, moi, j'en fais des cours à la maîtrise, puis je travaille aussi au cégep. Je vous le dis, si vous voyez mon T4, j'en paye effectivement de l'impôt. Donc, c'est pas un statut d'étudiant qui fait qu'on paye pas d'impôt, c'est plutôt par rapport à l'addition de tous nos revenus qu'on a eu dans l'année. Plus on a un gros revenu, évidemment, plus on va payer d'impôt. Donc, supposons un étudiant qui fait, je ne sais pas, moi, 30 000 dans son année, même s'il est étudiant à temps plein au cégep, forcément, il y aura de l'impôt à payer.
On parle d'impôts à payer. On a vécu des mesures cette année, en fait en 2020, pour ceux qui justement qui se sont ramassés sur le chômage à cause de la COVID. Donc, on parle de la PCUE, de la PCU. Donc, ces étudiants-là, est-ce qu'ils vont payer de l'impôt s'ils ont bénéficié d'un aide quelconque dans le contexte de la COVID? En fait, encore une fois, ça revient un peu à notre première question. Ça dépend de combien ils ont gagné dans l'année. Donc, on va dire que grosso modo, là, quelqu'un qui gagne en bas de 15 000 dans l'année, incluant par exemple la PCU, on est certain dans le fond que la personne n'aura pas d'impôt à payer parce qu'on a un crédit d'impôt qu'on appelle montant personnel de base qui vient dire que grosso modo, en bas de 15 000, personne ne paye d'impôt. C'est sûr que si l'étudiant avait gagné déjà 20 000, il a reçu 2 mois de PCU, donc 2 mois fois 2 000. Il se retrouve à 24 000. Forcément, il y a de très bonnes chances là, qu'il paie de l'impôt. Par contre, si l'étudiant avait gagné 10 000 puis il y a eu juste 2 000 de PCU, bien à ce moment-là, il n'y aura pas à en payer. Et puis, tu sais, la PCU, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué un peu la mesure en disant, mais tu sais, je vais devoir payer de l'impôt en fin d'année. Pourquoi on ne m'enlève pas l'impôt tout de suite? Bien, en fait, le montant qu'on paye d'impôt sur la PCU, ça dépend de notre revenu. Fait que, par exemple, quelqu'un qui gagne 60 000 par année, qui a reçu 2 000 de PCU, forcément, il va payer de l'impôt. Par contre, son enfant qui, lui, gagne 10 000 puis a reçu 2 000 de PCU n'en payera pas. Donc, le montant d'impôt qu'on paye, ça dépend de l'ensemble de nos revenus. Plus on gagne, plus l'impôt sur la PCU va être importante. Donc là, tu parles de l'ensemble des revenus. Puis je trouve ça intéressant, puis ça m'amène une sous-question. Quand tu parles de l'ensemble des revenus, je te donne un exemple. Je sais pas, moi, je suis étudiant, je gagne, mettons, 12 000 par année à temps partiel dans une entreprise. Puis des fois, je fais des contrats de manœuvre ou, tu sais, je fais de la tonte de pelouse, puis ça me génère, je sais pas, un revenu de 7 000 8 000 pendant l'été. Puis en fait, je suis payé en argent. Est-ce que je dois les déclarer? Est-ce que je dois les cumuler? Comment ça fonctionne? Bien, en fait, la vraie réponse en termes d'impôt, c'est un système d'autocotisation. Ce qui veut dire qu'on se fie sur la bonne foi des gens pour déclarer leurs revenus. La personne qui fait de la tonte de pelouse, est-ce qu'elle a vraiment un papier qui dit « Écoute, moi, j'ai tondu de la pelouse pour M. Tremblay, puis j'ai gagné cette année 1 000 » Possiblement pas, mais la vraie réponse fiscale, oui, effectivement, ça doit être déclaré dans la déclaration d'impôt parce que c'est un revenu en soi. Donc, le cumul, dans le fond, ce qui va déterminer notre braquette d'impôt, comme on peut dire, ça va être la totalité de tout l'argent qu'on a fait puis qu'on a déclaré dans l'année. Tout à fait. Puis là, ben, quand, mettons, on prend nos revenus total, ben, je présume qu'il doit y avoir des déductions possibles. Ça m'amène un peu sur la prochaine question. Le contexte de télétravail a amené des nouvelles déductions. Ben, en fait, je présume qu'il y a des déductions qui sont arrivées par rapport à notre revenu. Par exemple, je ne sais pas, moi, sur Internet, ainsi de suite. Y a-tu quelque chose qui est maintenant déductible lié avec le télétravail? Oui, tout à fait. C'est une nouvelle mesure qui vient d'arriver en 2020. Évidemment, le contexte de pandémie a amené ça. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés à faire du télétravail. Alors, évidemment, quand on est en télétravail, ben ça sous-entend que possiblement on doit augmenter, par exemple, la vitesse de notre Internet à la maison. Il faut s'équiper, il faut s'acheter un deuxième écran, il faut s'acheter une chaise d'ordinateur, etc. Donc, le gouvernement y a pensé. Puis, en fait, il a amené cette fameuse déduction-là pour le télétravail qu'on peut mettre dans notre déclaration d'impôt. Donc, il y a 2 façons, il y a 2 méthodes qu'on peut utiliser pour aller soustraire, dans le fond, aller mettre une déduction qui va faire en sorte qu'on va payer moins d'impôts. La première méthode, c'est la méthode assez simple qu'on appelle la méthode à taux fixe temporaire. Vous en avez possiblement entendu parler. En fait, ce que ça fait, c'est que vous avez droit à 2 $ par jour pour le télétravail. Fait que supposons que moi, j'ai travaillé 100 jours en télétravail, mais je fais 100 jours fois 2 $, j'ai le droit à 200 $ de déduction, autant au provincial puis au fédéral. Et il y a aussi une méthode qui est la méthode détaillée, qui là est beaucoup plus complexe, là, qui demande de sortir des factures, par exemple, de combien me coûte mon loyer, combien ça me coûte d'hydro, combien ça me coûte de taxes, etc. Et non seulement il faut sortir toutes ces factures-là, mais il faut faire un prorata. Par exemple,
à la grandeur de la pièce par rapport à toute la maison, le nombre d'heures de travail qu'on passe dans cette pièce-là par rapport au nombre d'heures totales par semaine. C'est assez complexe, là. Je vous dirais que moi, quand je l'enseigne, je dis à mes étudiants, mais écoutez, vous avez le choix entre la méthode super simple qui est 2 $ par jour ou la méthode détaillée. Évidemment, ça se peut que la méthode détaillée vous donne un plus gros montant. Si vous voulez vous lancer dans la méthode détaillée, parfait, mais sachez que ça demande quand même plus de temps. Fait que, ça m'amène une sous-question, ça, parce que, puis je sais pas si tu vas avoir la réponse, parce que, imaginons, justement, je suis étudiant au collège, puis j'habite chez mes parents. Est-ce que mes parents, eux également, puis qui sont prêts à faire du télétravail, est-ce que tout le monde, enfin, est-ce que c'est une personne dans un foyer qui peut faire les déductions sur son rapport d'impôt ou tout le monde peut le faire? non, tout le monde peut le faire, effectivement. Faudrait que je vérifie pour être sûr à 100%, là, mais de mémoire, ça ferait du sens que tout le monde puisse y avoir droit parce que tout le monde a un revenu de travail. Tout le monde est en télétravail, donc forcément, tout le monde aurait droit à cette. Ça serait logique. Mais peut-être effectivement qu'il faut y aller au prorata du nombre de personnes, mais faudrait que je valide l'information. Là, c'est une bonne question. Parfait. Ben, merci, Marie-Ève. Tu me reviendras avec ça. On pourra peut-être l'écrire dans la publication de notre du podcast. Ça m'amène aussi à ma prochaine question. Tu sais, veux pas un rapport d'impôt, on a besoin de documents, on a besoin de pièces justificatives pour être capable de dire, bon, voici mes revenus, voici mes dépenses, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a besoin comme document? Puis là, prenons par exemple un étudiant qui étudie au collège puis qui travaille, donc il a besoin de quoi comme information pour faire sa déclaration d'impôt? OK. Donc, la première chose, c'est feuillet en lien avec l'emploi. Ce qu'on appelle le T4 et le relevé 1. C'est la même chose, presque. En fait, le T4 est le document fédéral qui sert à faire la déclaration fédérale. Et le relevé 1, c'est son équivalent au provincial parce qu'on le sait qu'au Québec, on fait 2 déclarations d'impôt, une provinciale, une fédérale. D'ailleurs, il y a beaucoup de questionnements à ce sujet-là, à savoir est-ce qu'un jour, on va devenir... est-ce qu'on va avoir seulement une seule déclaration d'impôt? On ne connaît pas la réponse à la question, mais en ce moment, on doit, si on a un revenu d'emploi, avoir un T4 et un relevé 1. Fait que ça se peut aussi qu'on en ait 2, 3. Si on a 2, 3 emplois, chaque employeur doit nous fournir un T4 puis un relevé 1. Deuxième chose, quand on est étudiant, bien évidemment, les papiers en lien avec nos études. Fait que nos étudiants, eux, vont recevoir un papier qui est fédéral, qu'on appelle le T2202, et son équivalent au provincial, qu'on appelle le relevé 8. C'est quoi ça? C'est 2 feuillets sur lesquels on voit combien a coûté ton inscription au cégep ou à l'université, par exemple. Et c'est ça. Les frais d'inscription, en fait, vont donner droit à des crédits d'impôt pour les étudiants. Là, je suis étudiant, moi, puis je m'achète des livres, puis j'ai un téléphone cellulaire, je fais des travaux d'équipe avec mon téléphone cellulaire, je me déplace en voiture ou en autobus. Ça, c'est-tu des dépenses qui sont admissibles pour les étudiants? En fait, ce qui est intéressant ou pas avec l'impôt, c'est que ça change beaucoup chaque année. Fait que, tu sais, je trouve ta question super pertinente parce qu'il y a beaucoup d'éléments que tu as mentionnés qui faisaient partie de crédits d'impôt dans les années précédentes, mais qui, malheureusement, en 2020, sont partis. Je pense quand tu fais référence au manuel. Moi, je me rappelle, quand j'étais étudiante, ma mère me demandait tout le temps de garder mes factures de manuel parce qu'on avait droit à un montant pour ça. Malheureusement, ce montant-là a été enlevé parce que c'était... première chose, au début, on gardait le montant des factures. Fait que c'était un petit peu complexe pour le gouvernement de gérer tout ça. Puis la deuxième, après ça, ce qu'on a été amené à faire, le gouvernement s'est dit, écoutez, moi, à la place de dire, Marie-Ève, elle a dépensé 450 $ de manuel scolaire, puis Benoît, lui, a dépensé 350. Ils se sont dit, on va mettre un montant fixe. Fait qu'on va dire, être aux études, le montant des manuels, c'est grosso modo, mettons, 400 $ par année ou quelque chose comme ça. Fait qu'il avait simplifié un peu la chose, mais avec les années, ce montant-là est malheureusement parti. Donc, la seule chose qu'un étudiant peut passer pour avoir droit à ses frais à ses crédits d'impôt, c'est uniquement les frais de scolarité. Ah, même chose. C'est de l'arnaque.
Même chose pour l'autobus. Il y avait une année où on avait droit, une ou plusieurs années là, où on avait droit à un crédit d'impôt quand on prenait le transport en commun. Malheureusement, cette mesure-là est aussi partie. Donc, c'est intéressant. En fait, il faut toujours être, excusez-moi l'anglicisme, là, mais up-to-date en termes de fiscalité. Tu sais, moi, je dis toujours à mes étudiants, bien, tu peux être super bon en impôt cette année, mais si l'année prochaine, tu n'as pas cette curiosité-là d'aller voir c'est quoi les nouveaux crédits d'impôt, c'est quoi les nouvelles déductions, c'est quoi les nouvelles mesures, bien, malheureusement, tu vas passer à côté de plein de choses, puis tu vas mettre des montants qui possiblement seront pas admissibles. Donc, il faut toujours être... faut être curieux en impôt. Il faut aller voir ces fameux montants-là. Tu vois, là, je suis un peu surpris de voir ces différences-là parce que, dans le fond, la fiscalité étudiante, ça fait un petit bout que je ne m'en suis pas préoccupé. Là. J'ai quand même gradué, ça fait quelques années. Puis, justement, mes frais de scolarité, je savais que mes frais de scolarité, eux autres, initiales, pouvaient être déductibles, mais hormis ça, je me souvenais, par contre, quand j'ai fait mon bac, il y a de cela, belle lurette, justement, toutes ces dépenses-là étaient admissibles. Donc, je me souvenais... les livres, tout ça. Bref, mais je suis content de cette mise à jour-là. Ça permet de démystifier auprès des étudiants plusieurs affaires. Autre question pour toi ce matin. Dans le fond, comment est-ce qu'on fait ça, notre rapport d'impôt, puis dans quelle période, puis pourquoi il faut être à jour à ce niveau-là? En fait, à moins d'avis contraire, parce que l'année passée, on a eu une petite extension pour la production de déclarations d'impôt. Normalement, on a jusqu'au 30 avril de l'année suivante pour produire nos déclarations d'impôt. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je suis un étudiant ou je suis un particulier, là, comme toi et moi. J'ai travaillé en 2020 ou j'ai eu des revenus en 2020. J'ai jusqu'au 30 avril 2021 pour produire. Alors là, on est dans la période de production. Il y a possiblement des gens qui ont déjà reçu tous leurs papiers qui peuvent déjà commencer à faire leur déclaration d'impôt. Mais on produit les déclarations d'impôt de l'année précédente. Donc, du 1er janvier au 31 décembre 2020, on a jusqu'au 30 avril 2020 pour produire. Est-ce que cette date-là va être extensionnée comme l'année passée? Si on se rappelle, l'année passée, avec la pandémie, on avait donné là, jusqu'au début septembre. En ce moment, il n'y a rien qui a été annoncé à ce sujet-là, mais c'est peut-être une éventualité là, que le gouvernement décide de retarder encore une fois la production de déclarations d'impôt. Oui, excuse-moi, je te laisse aller. Puis pour ta question par rapport à de mémoire, là, ta question, c'était où est-ce que je fais faire ça, une déclaration d'impôt? C'est toujours une question que j'ai de la difficulté à répondre à mes étudiants parce que vous comprendrez que moi, je fais ma propre déclaration d'impôt et que je ne veux pas non plus me prononcer à dire, à tel endroit, ils sont super bons, puis à un autre endroit, ils ne sont pas. Je ne voudrais pas me prononcer sur des gens qui font des déclarations d'impôt. Une chose certaine, par contre, c'est que le but, c'est de se trouver quelqu'un en qui on a confiance. Quelqu'un en qui on a confiance, qu'on sait qu'il va faire nos rapports d'impôt en ayant toute l'information, qui va nous poser des questions, qui va peut-être aller voir des montants qu'on n'aurait pas pensé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, écoute, moi, j'achète un logiciel d'impôt, ça me coûte, je ne sais trop, 40 $, puis j'économise finalement 100 $ parce que si je suis allée voir dans un bureau comptable, ça me coûterait 150 $ de le faire. Tout à fait, je suis d'accord avec toi que ton logiciel d'impôt, il te coûte moins cher, mais par contre, tu n'as pas forcément les connaissances et les compétences pour faire ta déclaration d'impôt. Donc, de vouloir sauver un 100 $ en impôt en achetant un logiciel versus en le faisant faire par un professionnel, on peut facilement passer à côté d'un ou deux crédits d'impôt qui fait en sorte que finalement, votre 100 $ que vous avez pensé économiser n'est plus un 100 $ économisé, mais peut-être une perte de 200 $ parce que la personne qui est expérimentée dans le domaine, peut-être qu'elle a pensé à quelque chose pour vous que vous n'avez pas pensé. Donc, tu ne donnes pas d'entreprise. Ouais, non. Non, parce que je voudrais pas... souci d'équité, là, c'est correct dans le sens. Oui, c'est ça. Puis par souci de transparence, parce qu'honnêtement, je l'ai fait, mes déclarations d'impôt, je ne les ai jamais faites faire dans un bureau comptable ou dans peu importe l'endroit. Fait que je ne serais pas bien outillée pour dire à tel endroit, sont super bons, tu sais. Ah, c'est bon, ça, Marie-Ève. Écoute, je te laisserai le mot de la fin pour, je dirais, si tu avais un truc ou un conseil là, que dans le fond, vraiment une règle à suivre ou un meilleur conseil aux étudiants, à donner aux étudiants pour
ce qui concerne la fiscalité propre à eux, ça serait quoi? Bien, en fait, je reviendrai un peu sur ma question précédente. C'est vraiment d'aller chercher tous les papiers qu'on a besoin pour faire la production de déclaration d'impôt, puis de se trouver quelqu'un en qui on a confiance pour faire nos déclarations d'impôt. Parce que, comme je répète, vouloir sauver un 50-100 $ en faisant soi-même sa déclaration, ceci dit, il y en a plein de gens qui font leur propre déclaration d'impôt, il n'y a pas de problème. Mais pour ma part, à moi, je trouve que l'impôt, c'est quand même un sujet, on va dire, complexe. Je préférerais avoir quelqu'un en qui j'ai confiance pour m'orienter que de les faire moi-même. Puis peut-être en complément, ajouter aussi quelqu'un qui est à jour. Hein. Tantôt, tu en parlais, que la loi de l'impôt change, les règles changent, les crédits changent. Donc, c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui est à jour là-dessus parce que si on arrive que quelqu'un a fait des rapports d'impôt il y a de cela 30 ans puis qu'elle décide de « je vais te le faire, je vais t'arranger ça pas sûr qu'elle est à jour. Là, elle est peut-être bien intentionnée, là, mais donc cette évolution-là, elle devient importante. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. On fait juste parler, on a parlé en fait de 2 éléments tantôt. On a parlé de PCU, on a parlé de télétravail. Bien, je fais juste penser à mes étudiants qui ont suivi le cours de fiscalité l'année passée. On n'a pas vu ça. C'était pas là. Donc, ces étudiants-là, si cette année, ils se disent, écoute, moi, j'ai fait un cours de fiscalité l'année passée, je vais faire ma propre déclaration, passer à côté de la déduction pour le télétravail de 2 $ par jour, ça peut représenter quand même beaucoup. Là. Donc, il faut absolument avoir quelqu'un qui est curieux puis qui aime ça aller chercher de l'information puis qui est à jour, effectivement. C'est bon. Écoute, Marie-Ève, je te remercie beaucoup de ta venue dans cet univers de balado. J'espère que tu vas venir peut-être nous parler d'autres sujets. Ça te tente-tu? Certainement. J'aime ça. Moi, je challenge mes invités comme ça, en enregistrant comme ça. Je suis sûr d'avoir un retour, une deuxième visite ou une troisième visite. Donc, merci beaucoup, Marie-Ève, de cette générosité et de ce beau partage qui va assurément donner un coup de main à nos étudiants. Merci à toi, Benoît. Alors, il me reste qu'à vous remercier, vous, chers auditeurs, d'être présents et j'espère que vous avez apprécié notre entretien de cette semaine. Si vous voulez nous suivre, je vous invite à aller voir notre site web www.benlala.ca et nous suivre sur notre page Facebook. Si vous n'avez pas cliqué j'aime, eh bien, faites-le, on vous y attend. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.